Dans le monde fascinant de l'ancienne Rome, le mariage ressemblait à quelque chose de très différent de ce que nous imaginons aujourd'hui. À l'époque, se marier n'était pas vraiment une question d'amour ni de passer sa vie avec quelqu'un de spécial. C'était plutôt conclure une affaire commerciale ou forger une puissante alliance entre familles. Étonnamment, il était totalement normal, même attendu, que les maris romains soient infidèles. Les aventures n'étaient ni cachées ni honteuses comme elles pourraient l'être de nos jours. En fait, de nombreux hommes entretenaient des liaisons occasionnelles avec des femmes appelées courtisanes ou même des amantes de longue durée en dehors du mariage. Mais ce n'est pas tout. Les hommes romains avaient souvent des relations avec d'autres hommes également, et cela était alors considéré comme une partie régulière de la vie. Pour vraiment comprendre comment les Romains pensaient l'amour et le désir, il faut abandonner nos idées modernes des relations et adopter leur point de vue où mariage, pouvoir et plaisir étaient intimement liés. Dans la Rome antique, les gens ne se qualifiaient pas, comme on le fait souvent aujourd'hui, de gays, hétérosexuels ou bisexuels. Ils se souciaient davantage de savoir qui détenait le contrôle pendant une relation, plutôt que de l'identité des personnes impliquées. Dans une relation homme-femme typique, l'homme était perçu comme le dominant, le donneur, tandis que la femme était le récepteur. Il ne s'agissait pas seulement de la relation en elle-même, mais aussi d'une démonstration publique de pouvoir. Lorsque deux hommes étaient impliqués, les choses devenaient plus complexes. L'un d'eux devait assumer le rôle de récepteur, que les Romains associaient à un statut plus féminin et soumis. Ce rôle portait souvent une stigmatisation sociale pour les hommes adultes, mais pas toujours, surtout si le partenaire plus jeune était encore adolescent. Un type bien connu de relation entre personnes de même sexe était appelé pédrastia. Dans cette configuration, un homme plus âgé, nommé le païron, formait un lien avec un adolescent, l'héromono. Pourtant, il ne s'agissait pas uniquement de romance ou d'intimité. Ces relations incluaient souvent mentorat, conseil et aide pour avancer dans la société. À l'époque, les grandes différences d'âge n'étaient pas choquantes, en particulier parmi les riches et les puissants. Pour l'élite romaine, cela faisait partie du rite de passage d'un jeune homme vers l'âge adulte, lui offrant des liens essentiels et une entrée privilégiée dans le monde de la politique et de l'influence. Même parmi les hommes les plus en vue, empereurs, généraux, politiciens, il était courant d'avoir des amants masculins et féminins. Ce qui surprend, c'est que cela n'était pas considéré comme tromperie, du moins pas comme nous l'entendons aujourd'hui. À l'époque, il n'existait aucun moyen de contrôle des naissances, et l'accouchement était l'une des épreuves les plus dangereuses pour une femme. Ainsi, quand un homme avait des aventures en dehors du mariage, surtout avec d'autres hommes, c'était parfois vu comme une façon d'éviter de mettre sa femme en danger, une sorte de contraception, antique, étrange mais pragmatique. Dans les relations homosexuelles, la personne la plus puissante, un empereur, par exemple, prenait généralement le rôle dominant masculin. Cela affirmait sa force et son autorité. Pourtant, la société romaine ne suivait pas toujours ses propres règles. Même les hommes les plus puissants pouvaient ne pas respecter ces attentes. Croyez-le ou non, Jules César, l'un des meneurs les plus célèbres de l'histoire romaine, aurait apprécié d'être le partenaire soumis dans certaines de ses relations avec des hommes. Cette révélation choqua bien des contemporains et laissa la société romaine à la fois bavarde et perplexe, car elle ne correspondait pas à l'image d'un souverain fort et commandant. L'empereur Hadrien n'était pas comme la plupart des dirigeants romains. Bien qu'il fût marié à une femme, principalement pour des raisons politiques, il semblait n'avoir aucun véritable intérêt romantique en elle. En fait, de nombreux historiens croient qu'ils n'ont même jamais partagé de relations physiques. Cette idée vient du fait que Hadrien et sa femme avaient de nombreux amoureux de leur côté. Et Hadrien portait la plupart de son attention aux hommes. Un jeune homme en particulier se démarquait, un bel adolescent intelligent nommé Antinoü. Hadrien l'adorait. Il s'assura qu'Antinoü reçoive une excellente éducation, et les deux voyagèrent ensemble à travers l'Empire. Mais leur lien étroit se termina en tragédie. Pendant qu'ils étaient en Égypte, Antinoü se noya mystérieusement dans le Nil. Le cœur brisé, Hadrien prit des mesures extrêmes pour honorer sa mémoire. Il fit construire une ville entière près de l'endroit où Antinoü mourut et la nomma en son honneur. Il fit même momifier le corps d'Antinoü et le ramena à Rome. Hadrien alla jusqu'à faire frapper des pièces à l'effigie d'Antinoü et le déclara à Dieu. Ce geste était incroyablement rare. Un culte dédié à Antinoü se répandit dans tout l'Empire. Mais Hadrien n'était pas le seul empereur à entretenir des histoires d'amour inhabituelles. L'empereur Néron aussi avait des relations amoureuses avec des hommes, mais son comportement choqua même les Romains. Alors que la plupart des empereurs choisissaient leurs amants parmi les esclaves du palais, les traitant toujours comme des serviteurs, Néron, lui, fit quelque chose de très différent. Il organisa de véritables cérémonies de mariage.
Dans un cas, il épousa un ancien esclave nommé Pythagore. Mais Néron joua le rôle de la mariée, portant un voile et tout, tandis que Pythagore était le marié. Cela déconcerta le public, car Néron, en tant qu'empereur, était censé assumer le rôle masculin dominant. Plus tard, il épousa un autre jeune esclave masculin nommé Sporus. Cette fois, pour plaire au peuple romain, il prit le rôle masculin lui-même, montrant à quel point même les empereurs devaient équilibrer leurs désirs personnels avec les attentes du public. Cependant, certaines actions de l'empereur Néron seraient profondément dérangeantes selon les normes d'aujourd'hui. Dans un cas choquant, afin que le public le voie comme la figure masculine dominante dans sa relation avec le jeune Sporus, Néron le fit castrer. Un acte cruel, fait uniquement pour l'image et le contrôle. Il existe d'autres exemples où Néron se montra dur, voire abusif, envers ses amants. Mais il est difficile de savoir exactement ce qui est vrai. L'accusation la plus choquante à propos de Néron est celle d'un inceste avec sa mère, Agrippine la jeune. Cette allégation apparaît principalement dans les récits de l'historien Suétone, la vie de César, et plus prudemment dans les annales de Tacite. Les deux sources suggèrent qu'Agrippine aurait initié la relation afin de garder le contrôle sur Néron après qu'il fut devenu empereur. Bien que cette accusation d'inceste fasse partie de la légende sombre de Néron, elle est presque universellement considérée par les historiens crédibles comme une fabrication vicieuse. Elle représente un puissant exemple de la façon dont, dans la Rome antique, les ennemis politiques utilisaient la calomnie sexuelle, le tabou le plus choquant, pour détruire une réputation posthume. Mais si le comportement de Néron était extrême, un autre empereur, Tibère, est encore plus tristement célèbre, surtout pour la manière dont il traitait les jeunes autour de lui. Tibère est souvent décrit comme l'un des pires contrevenants lorsqu'il s'agissait d'abuser de son pouvoir sur ses amants. Il manifestait un fort intérêt pour des garçons bien plus jeunes, et sa manière de les traiter poussa de nombreux historiens à le qualifier d'un des empereurs les plus corrompus sexuellement de l'histoire romaine. Une grande partie de cela se déroula loin du regard du public. Tibère passa une grande partie de ses dernières années dans des villas luxueuses sur des îles de la Méditerranée, particulièrement sur l'île de Capri. Il y amenait des garçons, officiellement comme serviteurs, mais de nombreux récits suggèrent qu'ils étaient également utilisés pour satisfaire ses désirs personnels. Certaines des histoires sur Tibère sont probablement exagérées. Les historiens romains ajoutaient souvent des détails choquants pour rendre leur sujet encore plus effrayant. Mais même si seulement une partie est vraie, cela peint une image inquiétante de la manière dont le pouvoir absolu pouvait être dévoyé dans l'Empire romain.